Suite des rencontres pendant le festival Rituel Noir, un événement à taille humaine qui s'est déroulé le week-end du 1er mai dans la campagne bretonne. Le label indépendant Les Acteurs de l'Ombre a investi une jolie ferme pour 3 soirs de concerts, lecture de contes, cérémonie de Beltane, atelier de joutes viking et autres festivités qui se sont déroulées sous un surprenant soleil. Nous avons rencontré le groupe emblématique d'Arkenold à l'univers médiéval foisonnant, riche et en permanente évolution depuis sa création en 2008. Avec un black metal atmosphérique épuré et lumineux, on évolue dans un univers de contes et légendes, de malédictions, trahisons, effets d'armes, de châteaux, de pics rocheux et de créatures mystérieuses. Les rythmes entraînent, portés par des chœurs et des claviers aux sonorités mystiques. Le dernier album du groupe, Le Fléau du Rocher, est disponible chez Les Acteurs de l'Ombre. Notons qu'une version limitée intitulée Le Conte du Rocher est également parue, avec un bel inédit, un conte créé et lu par le conteur Quentin Fourreau. Cervantes et Aldébaran, chanteurs et guitaristes lead, sont les plus bavards dans ce podcast, enregistré dans un petit coin tranquille à l'écart du festival, plus ou moins tranquille, tandis qu'Abbott, le batteur, et Anthony, à la guitare, se font plus discrets. Alivoc, le bassiste, également connu sous le nom de Belloré, était quant à lui resté au bar. Boucalichous est un podcast faisant partie du label Podcut, dont je vous mets le lien dans la bio. Dans la bio aussi, vous trouverez les liens pour le Bandcamp et label de Darkenold, que je remercie pour l'habillage sonore de l'épisode. Bonne écoute. Darkenold, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots déjà sur le groupe, le nom, le style, l'univers, et ensuite on rentrera un peu plus dans les paroles et l'écriture des morceaux. Donc Darkenold, le nom du groupe, parce que c'est un petit peu l'origine, provient d'une chanson d'un groupe anglais qui s'appelle Balsagot, un groupe qu'on apprécie particulièrement, Aldébaran et moi-même. On cherchait quelque chose un nom en un seul mot, qui soit assez évocateur et qui montre notre univers très médiéval fantastique. C'est un groupe qui s'est un peu spécialisé dans ça, autour notamment de l'univers de Robert Howard, auteur de Conan, de Kult, de Solomon Kane, etc. Et donc, il y avait un des morceaux d'un album qu'on adore, Starfire Burning Upon Icebase Thorn Ultimatum. Il aime bien ce groupe, dans lequel il y avait le mot Darkenold. Donc j'avais contacté Byron, le chanteur, qui m'avait demandé simplement de modifier un tout petit peu pour qu'il n'y ait pas un problème de droit, d'où le fameux tréma sur le haut de Darkenold, qui venait un peu synthétiser notre idée, notre envie. Donc c'est vrai que notre objectif, c'était de créer un univers black metal autour d'une mythologie un petit peu médiévale fantastique, pas forcément historique, mais rend médiéval fantastique, hérité des livres dont vous êtes le héros, de certains jeux vidéo, de la littérature aussi médiévale fantastique, heroic fantasy. Voilà. Et donc c'était aussi le projet de créer un black metal, mais là c'est plutôt le compositeur Aldébaran qui prendra le relais, qui vraiment fait honneur aux années 90, qui sont un peu les années dans lesquelles on puise notre inspiration. Voilà, donc en fait, le commencement de Darkenold correspond à la fin d'Artefact, et j'avais l'envie, en fait, de retrouver un black metal un petit peu plus primaire à celui du début des années 90, avec les groupes comme Anthrax, Satyricon, les premiers Dimmu Borgir aussi, pas mal, Ancient. Et voilà, avec Cervantes, on partageait vraiment ce goût, voilà, pour retrouver des morceaux un peu plus simples, parce que Artefact, ça partait vers la musique progressive, en fait, c'était un peu plus complexe. Et voilà, donc avec Darkenold, c'était un peu un retour à l'authenticité, voilà, au côté plus terrestre, et les vieilles pierres, l'histoire, bien sûr. Et les paysages de la Côte d'Azur, c'est vrai que les gens dans l'imaginaire collectif imaginent que la Côte d'Azur, ce sont des plages remplies de personnages futiles, matérialistes, alors que c'est une terre très sauvage où on passe de la forêt et du bord de mer à des montagnes de plus de 2000 mètres en l'espace d'1 heure de voiture. C'est un territoire extrêmement escarpé, rempli de légendes. Les gens s'imaginent pareil, qu'il y a plutôt des gros palais de gens fortunés, alors qu'on y trouve plus d'une centaine de ruines vraiment médiévales, de forteresses, de vieux châteaux, dont certains sont encore très bien conservés, et qui sont aussi des lieux de randonnée pour nous, puisqu'on va puiser vraiment notre inspiration aussi dans ces lieux-là, pour aller s'imprégner de leur image, de leur atmosphère, et essayer d'en restituer quelque chose dans la construction des paroles.
C'est vrai que tu as dit, on associait plus la Côte d'Azur à un côté futile et comme on associe plus le black metal, à la Scandinavie, au froid, à ces paysages, grandioses, c'est vrai qu'on l'associe moins directement au sud. Mais pourtant, il y a des ressources, Oui. C'est vrai que nous, dans le black metal tel qu'on l'a aimé, il y a bien sûr tous les groupes norvégiens, suédois, etc., mais il y a aussi beaucoup de groupes européens, même des groupes vraiment encore plus bas que nous dans l'hémisphère, hein. Les groupes grecs notamment, Necromancia, Rotting Christ, Baratron, enfin vraiment, il y a vraiment tout cet esprit-là, même dans le death metal, hein, Nightfall, Celtic Flesh. Il y a aussi une culture particulière dans les pays du Sud peut-être, avec des couleurs un peu différentes au niveau des représentations. Mais voilà, notre Côte d'Azur, même si elle est connue pour son soleil, quand, elle se livre un peu à la furie des éléments et de la pluie et des orages, je pense elle peut tout à fait, décliner des atmosphères, qui valent les, heu, les grands climats nordiques sans les aucun fjords, oui, oui, sans aucun problème. On est dans une région qui a été très touchée par des inondations terribles qui ont ravagé des montagnes et voilà, on voit la force de la nature qui s'exprime. Au-delà du soleil, il y a aussi d'autres ordres d'atmosphère, mais malgré tout, c'est vrai qu'il y a une culture et donc une particularité du son dans le sud peut-être, qui doit infuser dans notre musique. et tu disais, que vous randonniez beaucoup, donc si vous avez tout ce lien, non seulement aux vieilles pierres, à l'histoire, mais, à la nature et puiser votre inspiration dans vos promenades, dans le quotidien. Oui, tout le monde n'a peut-être pas le même investissement, mais à l'époque aussi, notre bassiste, marche beaucoup en montagne. Ça nourrit aussi son projet Véloré d'ailleurs, hein. Mais voilà, je sais qu'Aldébaran et moi-même, on aime beaucoup marcher. Moi, j'ai une période où systématiquement tous les week-ends, j'allais faire des randonnées de plusieurs heures, pour aller trouver de nouvelles pierres. Bah, d'ailleurs, les photos que nous avons pris au château de Saint-Blaise, hein, pour le dernier album, pour Le Fléau du Rocher, c'est pareil, c'est un château que j'ai découvert un peu par hasard en allant promener. C'est un endroit où on va chercher, un peu l'éloignement du brouhaha de la cité, parce que ça reste quand même très bruyant la Côte d'Azur, hein. Il y a beaucoup du tumulte, il y a tout le tourisme, avec ce que ça peut amener. Donc on va aller chercher l'énergie ailleurs, là où elle est moins polluée par, tout l'environnement sonore, par la pollution électrique, par l'urbanisme et on a des territoires, mais vraiment très, très sauvages que les gens imaginent pas du tout. Et par exemple, le dernier album est construit autour d'un lieu, extraordinaire qui est à 2 heures de route à peu près, enfin de marche pardon, de Nice, qui s'appelle, Coaraz et au-delà de Coaraz, il y a Rocasparlira, hein, donc le rocher des éperviers, d'où Le Fléau du Rocher, le nouvel album. Voilà, qui est un village perché à 2 heures de marche encore une fois d'une petite ville qui est à 1 heure de Nice et voilà, c'est une ville fantôme perchée sur un rocher. On trouve ce genre de choses on sort un peu des sentiers battus et qu'on va se risquer à la marche. Moi, je suis un très grand fan de Sylvain Tesson et voilà, de toute sa méthodologie autour de la marche et de la découverte, de l'altérité et aussi de l'altérité de nature. Ça fait partie effectivement de l'univers de Darkenad. Tu disais tout à l'heure, sur scène que le prochain album était un concept album, oui, donc Le Fléau du Rocher. Quelle est un peu son histoire? Qu'est-ce qu'il raconte? Sans forcément tout révéler, évidemment, du contenu, mais quelle histoire et quelles inspirations, sont derrière? Alors très clairement, ça vient de Rocasparvira, donc du village, dont je viens de parler, qui est marqué comme beaucoup de lieux emblématiques de la Côte d'Azur par la fameuse, légende de la Reine Jeanne, hein. C'est, quelque chose qui à la fois se décline de l'histoire, mais qui a été beaucoup romancé et donc il y aurait une légende sur ce fameux village perché et complètement abandonné, hein, qui aurait voulu que la Reine Jeanne qui, vivait non loin, se serait absentée du rocher, donc de Rocasparvira pour aller, à Coaraz, assister à une fête de Noël, si je ne me trompe pas et qu'en revenant, elle aurait découvert, alors selon les légendes, selon les versions plus ou moins macabres, ses enfants morts, voire même cuisinés, et cetera et par vengeance aurait décrété que plus jamais rien ne pousserait sur ce rocher, et cela, la mythologie, voilà, va vraiment rencontrer l'histoire puisqu'effectivement ce rocher a été marqué par plusieurs calamités, des sécheresses, des inondations, enfin vraiment toutes les gammes de ce qui a pu arriver quand le climat se déchaîne et il a été progressivement abandonné et aujourd'hui, on y trouve effectivement un village un peu fantôme marqué par cette histoire-là et j'ai une amie qui me prétendait que le lieu était profondément hanté, qu'elle avait assisté à des apparitions de spectres. Ça m'a donné l'idée effectivement de conceptualiser quelque chose autour, des fantômes de Rocasparvira. Ça a donné le titre La cavalerie fantôme et le reste de l'histoire est parti de là. Donc effectivement, c'est un concept album qui va rassembler les thématiques habituelles de Darkenold, hein, les châteaux, les vieilles tours, la sorcellerie, mais aussi à la fameuse vouivre dont on parle très souvent et qui est au cœur de notre univers.
et en rendant hommage en fait au patrimoine Aussi. sphérique, si on peut Oui, dire, oui, de oui, votre région, quoi. oui. Ça y est, en fait, vraiment la musique, Aldébaran compose beaucoup aussi, en allant marcher dans la forêt, en allant puisant son énergie, là-dedans, hein, donc l'idée, c'est aussi de parler un peu des contes et légendes qu'on peut avoir chez nous, sans forcément les décréter comme ça, hein, mais vraiment les habillant, les reprenant un petit peu pour en faire un univers un peu plus fantastique, un peu plus abstrait peut-être. Mais le but, c'est celui-là, c'est de faire voyager un peu l'auditeur, voilà. Dark Knoll n'a jamais eu aucune, pensée, ni politique, ni sociétale, ni psychologique particulière. C'est vraiment un univers, médiéval fantastique, où le but, c'est de s'extraire un peu de la réalité et faire voyager dans un univers. Ce qui ne veut pas dire pour autant le faire, de manière un peu bête, mais c'est un peu l'objectif. C'est vraiment d'emmener avec nous sur les terres du sud, vraiment, nos auditeurs. Et comment se passe le process d'écriture d'une chanson? Est-ce qu'il y a d'abord les paroles, d'abord une idée, d'abord la musique? Alors, c'est un peu marrant parce que le groupe a commencé lorsque je jouais dans un groupe qui s'appelait Ethereal et c'était avec une amie qui s'appelait Myriam et en fait, Cervantes, à cette époque-là, écrivait les textes. Donc c'était un groupe de doom, metal un peu black, et voilà, on se connaissait déjà depuis un moment, on partageait déjà beaucoup d'influences donc je savais que ça allait bien coller et puis je connaissais déjà son écriture. Parce qu'à l'époque, en fait, il le dit pas là, mais à l'époque, il était aussi chroniqueur, journaliste, sur le site Nightfall, qui était un groupe, Ouais, Nightfall Metaler, ouais, ouais. c'était un site de chronique d'albums métal, en fait et je lisais avec, beaucoup d'intérêt ces chroniques qui étaient déjà très littéraires, hein. Ça dépassait, assez souvent le format typique des chroniques là, ça partait, il y avait beaucoup de verve et donc dans ce groupe-là, donc il écrivait les textes et à un moment, il a écrit, un texte qui sortait un peu du cadre de ce groupe-là et c'était, donc à l'époque, ce texte s'appelait, Bulls Blend the Tower et j'avais composé une musique qui était pas du tout doom metal quoi, c'était beaucoup plus, épique, plus black en fait et heu et donc à partir de ce texte, j'ai composé la musique. Donc en général, c'est plutôt des riffs de guitare, voilà, comme souvent les guitaristes font, des fois, c'est des idées un peu, sommaires, voilà 2-3 notes, qui se battent en duel, des riffs qui enchaînés un peu, à la va-vite, c'est après c'est des pièces de Lego que des fois qui sont assemblées, mais qui finissent par quand même avoir une cohérence à la fin et donc souvent, j'ai quand même un peu une idée, des images, parfois plus des images que vraiment des mots précis. Donc, il y a une thématique qui peut venir, la vouivre, un lieu, par exemple le Castellas de Roquefort, qui est près de chez moi et bon après les morceaux se construisent un peu comme ça en ping-pong. Donc Cervantes, commence à écrire les textes, il me propose des suggestions, des arrangements, des synthés que je pourrais, peut-être apporter, je compose aussi je programme souvent la batterie, ce qui ne plaît pas toujours aux batteurs, hein. Faut savoir que les Non? batteurs sont pas toujours heureux des guitaristes compositeurs de batterie. Mais bon, alors c'est des programmations qui sont quand même, voilà, complètement remodelées par le jeu de Abbott, qui est un jeu unique et qu'on connaît, je pense, à travers tous les albums. Donc, Abbott est là depuis le début et il jouait aussi dans le groupe Ethereal, qu'on l'on avait précédemment. Moi, en général, je compose un peu black metal avec des rythmes, relativement simples, pas toujours quand même et lui, en fait, vient plutôt de la musique progressive. Et donc il a un jeu assez fourni en cymbales, en roulement, parfois avec des cassures, je pense que ça peut apporter une certaine richesse, rythmique au style de Dark Arnold. Les morceaux, voilà, se construisent petit à petit et puis ils finissent par se retrouver sur les albums, hein, pratiquement tous les morceaux et puis ça passe par beaucoup de phases, hein, quand même, c'est rarement, en une fois. C'est un travail de collaboration, c'est-à-dire qu'Aldébaran, qui compose effectivement, qui a composé 99,9 de la musique de Dark Arnold, me laisse toute latitude quand même pour, ce qui est pas évident, hein, je lui rends vraiment hommage pour ça, pour, venir intervenir sur son travail, proposer des pistes comme il l'a dit et évidemment en retour de bâton, je soumets mes textes à son jugement et quand il y a des thématiques avec lesquelles il n'est pas forcément à l'aise ou un choix de vocabulaire qui est pas adapté, il me dit: «On s'adapte». Le but étant encore une fois de créer quelque chose de plus grand que lui et moi. Enfin voilà, Dark Arnold, il nous dépasse. On se souviendra de la musique de Dark Arnold, pas forcément que c'est lui qui a écrit ou que c'est moi qui ai écrit. Donc le but, c'est de livrer quelque chose qui soit vraiment, digne de cette entité. Voilà, donc on le fait, je pense, en bonne intelligence, en ayant une gestion raisonnable de l'ego.
C'est C'est important pour un groupe. Voilà, c'est exactement ce que disait, alors ça a rien à voir un peu, mais quoi? C'est Keith Richards, des Rolling Stones qui disait que les Rolling Stones dépassaient les individus, en fait. Il y avait une sorte d'entité, supérieure et ça dépassait les égos un peu, étriqués parfois, qu'on est tous des êtres humains avec des faiblesses mais voilà, il y a le projet au-dessus. Voilà, qu'est-ce qui pourrait donner mieux? Par exemple, là, on va couper 1 minute de riff, ah bah, ouais, tant pis, tu mets tes riffs, mais pour le bien du morceau, on va retirer ça. Au final, en général, on est plus satisfait, comme ça. Et quelles sont un peu les lectures communes que vous pouvez avoir qui, disons, vraiment marqué tous et inspiré, infusé Alors, bah, je pense que ce qui peut nous rejoindre, c'est, bon, bien sûr, le médiéval fantastique. Notre batteur est aussi, Bot est un grand lecteur et nous sommes tous des lecteurs d'ailleurs, je pense. Nous ne sommes pas braqués sur, un genre de littérature. Bien sûr, il y a les grands de la fantasy, les grands auteurs comme Lovecraft, Howard et Tolkien. Et on peut parler aussi de la littérature de jeunesse, oui, les livres dont vous êtes le héros, par exemple. Bon, bien sûr, c'est à prendre avec une certaine, peut-être légèreté, mais c'est quand même des livres qui sont pas si mal écrits, on va dire. Je pense que Lovecraft peut-être, Abbott qui est ici présent, hein, lui est un très, très grand lecteur, alors peut-être plus de science-fiction, mais Lovecraft était aussi au cœur de plusieurs des écritures de textes de son groupe Continuum. Mais voilà, ça peut être un auteur qui fait un peu synthèse pour chacun, enfin, hein, qui peut nous rassembler. Après voilà, sur l'heroic fantasy, effectivement, alors moi je l'avoue plus fan encore de Howard que de Tolkien. J'ai beaucoup aimé aussi toute la longue série de l'Elfe Noir de Salvatore. J'ai aussi beaucoup lu Moorcock à une époque. Après, j'avais un peu lâché le cycle d'Elric au bout d'un moment. Mais assez curieusement, je dirais pas que ce qui a pu nourrir, mais en tout cas l'inspiration des textes, c'est l'heroic fantasy. J'en lis pour ainsi dire presque jamais. Vraiment. Je lis encore un peu Howard de temps en temps pour le plaisir, mais ça doit faire 10 ans que j'ai pas lu de Tolkien. Je ne lis jamais d'heroic fantasy. Moi, j'ai plutôt une base, littéraire, plutôt traditionnelle, plutôt française. Mais voilà, moi, je vais mon ouvrage de référence, celui qui dépassera tout et s'il y en a qu'un seul que je dois emporter, c'est Cyrano de Bergerac, qui est un texte qui me transporte depuis toujours, qui est pour moi est un sommet de l'écriture française. Ouais, il y en a un à emporter, c'est celui-là. Mais dans mes classiques à moi, ça va plutôt être, Molière, Musset, Flaubert, ou alors la littérature d'anticipation. Je suis, dans mes livres préférés, il y a Le meilleur des mondes d'Huxley. Je suis un très grand lecteur de Stefan Zweig. J'adore Stefan Zweig, donc aussi parce que je suis psychologue à Avil et forcément c'est quelqu'un qui était très sympathisant des idées de Freud. Enfin, il s'échangeait beaucoup donc forcément quand on lit Freud, on lit Zweig. Il y a pas eu d'autres choses, mais après voilà, on peut parler d'Oscar Wilde chez les Anglais, dans la littérature plus fantastique, J'aime Edgar beaucoup Allan Poe. Maupassant. Les nouvelles de Maupassant, c'est quand même incontournable. Le Spleen de Paris de Baudelaire qui est un chef-d'œuvre absolu. Enfin, il y a beaucoup de choses. Moi, c'est plutôt la littérature traditionnelle qui va me nourrir. L'heroic fantasy, voilà, souvent, je la trouve un peu caricaturale. Enfin, ouais, elle m'attire beaucoup moins que la littérature traditionnelle. C'est vrai que Howard, c'est assez kitsch. Ah oui, complètement. Non, c'est peut-être pas. Ah oui, Howard, en plus, était profondément inégal dans sa production parce qu'il y a d'authentiques chefs-d'œuvre dans sa production, hein. Les Coups rouges, L'Heure du dragon, La Reine de la Côte, enfin, il y a vraiment des nouvelles absolument emblématiques où il déploie tout son talent et puis il y a des nouvelles qui sont terrassantes de bêtises et où on voit aussi que c'est un homme de son temps, qui était complètement affecté par un racisme vraiment primaire et qui sont honnêtement très difficiles à lire. Enfin, des nouvelles où clairement on sentait qu'il écrivait juste pour se nourrir et qui font vraiment tâche à côté des chefs-d'œuvre qu'il a pu composer. Qui sont ressortis pour dire qu'il écrivait mal, alors que c'est comme je veux dire, c'est une certaine. C'est ça, c'était un type, on connaît pas à côté de ça qu'il a été d'une productivité incroyable. Il écrit de l'histoire, il écrit de la poésie, il écrit des histoires sur l'Ouest américain. C'était un type qui était un bowling de travail qui s'est suicidé alors qu'il avait 30 ans et il laisse une œuvre mais colossale. Et c'est vrai qu'on retient effectivement ces caricatures et la manière dont on a tourné le personnage de Conan, alors que c'est un vrai styliste, hein. Il a vraiment un immense talent, mais bon. Mais ouais, voilà. Moi, c'est le seul qui est vraiment m'a un peu inspiré. Et après, j'ai envie de dire aussi, on a beaucoup d'inspiration qui vient au-delà de la littérature, mais qui vient aussi des jeux vidéo, qui vient aussi de l'art, tout simplement, hein. On parlait dans la voiture de l'art, de la peinture vraiment de l'époque romantique. Moi, j'aime beaucoup cette époque-là. On se retrouve sur Gustave Doré. Moi, j'aime beaucoup John Martin, Friedrich, évidemment.
et même certaines atmosphères qui nous réunissent aussi, hein, je pense, sur le métal. Hein. Moi, les couvertures de Necrolord, tout ce que Chris Verwimp, même les logos de Christopher Spage. Alors, comment on le dit? Spagedel, Spagedel, voilà. Voilà. Mais dans la littérature, après, voilà, tout peut nous inspirer. Hein. Anthony et Abbott lisent un peu d'autres choses aussi, et ça aussi, ça nourrit un peu nos réflexions. Et ipso facto, ça nourrit aussi notre créativité. Honnêtement, je pense pas que ce que je lis influence quoi que ce soit dans Darkanol. Pour la simple et bonne raison que le travail que je fais moi, c'est je reprends ce que LD compose, mais comme il le compose de la manière comme moi je l'aurais joué en fait, on retombe sur nos pattes et en fait ça roule comme ça. Donc il y a pas trop de. L'influence que j'amène dans le groupe, c'est ma façon de jouer de la batterie. Il y a pas de. Je suis pas dans le process d'écriture ou. Moi, je sais, en fait, ce qui t'influence dans Lovecraft, c'est ton jet de batterie tentaculaire. Ah, ça doit être ça, les tentacules des grands anciens. Et si jamais, pour finir, il y avait entre 1 et 3 livres que vous emporteriez sur une île déserte, lesquels seraient-ils? Alors, moi, j'ai cité mon Graal, voilà. Cyrano de Bergerac, s'il y en a qu'un, c'est celui-là. C'est un livre immortel pour moi. J'ai beaucoup réfléchi. Je citerai quand même, pour son incroyable côté visionnaire, sa profonde réflexion, Le meilleur des mondes d'Huxley. Vraiment, qui est un livre qui, à l'époque, m'avait vraiment sidéré. Quand on regarde aujourd'hui, on voit que ce type-là avait compris beaucoup de choses en amont. Alors là aussi, il y a des traits dans le roman qu'on peut reprocher, mais il a quelque chose d'incroyablement, voilà, comme je répète ce terme-là, visionnaire, hein, qui est aussi le titre d'un album de Misanthrope que j'adore. Je cite Misanthrope volontiers parce que Philippe Courtois de l'Argilière, s'il m'écoute, je le salue bien bas, est aussi un très grand écrivain, et j'avais placé, je crois, une quinzaine de références de Misanthrope dans ma thèse de psychologie, de thèse de doctorat. Ça me faisait marrer de mettre un métalleux au milieu des grands auteurs et des figures de la psychanalyse. Mais voilà, donc le meilleur des mondes possible. Et si j'en citerais un troisième, je pense qu'il y aurait forcément Hans Zweig, et ce serait sûrement. Alors j'ai hésité avec Musset, La confession d'un enfant du siècle, mais là, si ça doit être Zweig, ce sera La confusion des sentiments, qui est un livre qui m'a beaucoup marqué aussi par son évocation à l'époque un peu osée de l'homosexualité. Hein, comment vit un personnage qui est travaillé par son homosexualité dans une époque et dans une société qui la refait, qui la rend, qui la rejette. Et ça a fait beaucoup écho quand j'ai lu la magnifique biographie de Rob Alford, hein, qui s'appelle Confess, où il raconte son parcours dans Judas Priest et comment il avait une véritable terreur qu'on découvre son homosexualité, comment il l'a cachée. Et certaines scènes qu'il évoque, hein, dans la manière dont il dissimulait sa vie sexuelle, me fait beaucoup penser à ce que vit effectivement le principal personnage de La confusion des sentiments de Zweig. Alors moi, je pense à Bel Ami de Maupassant, qui m'a vraiment marqué. Je n'irai pas dans les détails comme Julien Cervantes, mais voilà, je pense que c'est un classique, donc il y a suffisamment de propos sur ce livre. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu un cliché, je pense, chez les métalleux, mais pour moi, il m'a vraiment marqué. À l'époque, j'avais fait un exposé en classe de 3e, et à l'époque, les gens me regardaient avec beaucoup de circonspection, quoi. La prof aussi me disait: «Mais c'est inconnu ton livre, t'es pas très cultivé pour un prof de français quand même». Bon, après, il y a eu le film, donc ça a permis de donner un peu plus de reconnaissance en France, en tout cas. Et j'aime beaucoup Flaubert aussi, en général, son œuvre. Alors tu vois, moi j'avais un professeur d'anglais dont c'était le livre de chevet, et il nous faisait travailler que sur du Tolkien. Donc là, bizarrement, les élèves étaient beaucoup plus disciplinés, et je lui avais d'ailleurs amené un texte de Cradle of Filth pour qu'il me le traduise, et il avait pris un peu de temps, et il m'avait dit bon, c'est très beau, c'est très recherché, mais il est un peu perturbé quand même, ce monsieur, non, Géo? Mais Dany aussi est un immense auteur. On le résume beaucoup à son personnage de scène, mais c'est quelqu'un qui a une vraie culture littéraire, très solide, et ses textes sont des merveilles, quoi, hein, des merveilles de poésie noire, de romantisme noir. Tu veux citer un livre? T'es dans l'embarras. Si on peut rester dans le cliché, oui, Lovecraft, oui, effectivement. Laquelle de nouvelles? Non, mais Toutes? Les voilà. montagnes hallucinées? Ouais, allez, voilà. Oui, parce qu'elle est. Ouais, carrément. Elle est très très bien, celle-là. C'était plus le nom de l'auteur, 1984. C'était Orwell. Orwell. Lui, il m'avait mis une gifle quand je l'avais lu. J'ai hésité, hein, mais Ouais, j'ai une attache plus affective avec Le meilleur des mondes. eh ben, c'est l'inverse. Voilà. Hein, ouais, on se complète. Parce que ce livre est incroyable, il était visionnaire aussi, comme l'autre.
Ah bah, tu sais quoi? Moorcock, les danseurs de la fin des temps, c'est un cycle que j'ai trouvé super. Voilà, très bien. Fantaisie fantastique, on peut dire, hein, c'est incroyable de dire ça, mais ouais, je pense que je dirais ça, ouais. Si j'ai un bonus, mais en bande dessinée, parce que là aussi c'est un art auquel je me suis ouvert plus tard, et j'ai un ami, François Blanc, que vous connaissez peut-être, hein, qui est journaliste à Rocard et chanteur dans Abduction, entre autres, qui est un passionné de bande dessinée, et lui, il sera intarissable là-dessus. Mais j'ai adoré la série de bande dessinée de Cap et de Croc, donc qui reprend un peu le parcours de 2 bretteurs, mais anthropoïdes, hein, ce sont des animaux, hein, plus anthropomorphes, et qui est blindé de références, bon, évidemment à Cyrano de Bergerac, mais aussi à Molière et à d'autres auteurs, et c'est brillant, c'est vraiment brillamment écrit, c'est vraiment à recommander, voilà. Parmi tant d'autres. Après, la série aussi Donjons est, ouais, incroyable. Si vous connaissez, la série de Donjons avec Sfar et Trondheim, qui développe une mythologie sur des milliers d'années, et où chaque album est dessiné par un dessinateur à part qui amène sa patte, avec des ouvrages qui sont vraiment des ouvrages pour enfants très drôles, et d'autres qui sont d'une telle noirceur que c'est interdit, enfin, ça ne devrait pas être accessible à quelqu'un de moins de 18 ans, quoi. Eh ben, merci beaucoup pour cette interview et ces recommandations de lecture hyper foisonnantes.